Le vent souffle sur les plaines de Silésie. Un vent froid, sec, chargé d'un silence étrange. À quelques kilomètres de la petite ville d'Eoswissim, les gardes allemands inspectent un vieux complexe militaire abandonné. Ce lieu, perdu dans la campagne polonaise, va bientôt devenir un nom que le monde entier redoutera. Auschwitz. Rien, à cet instant, ne laisse présager ce qu'il va devenir. Les bâtiments sont vides, les clôtures rouillées, les toits éventrés. Mais pour les architectes du Reich, ce lieu est parfait. Isolé, vaste, facilement surveillable. Un endroit où tout peut être fait sans témoin. Le 27 avril 1940, Heinrich Himmler signe l'ordre. Le camp de concentration d'Auschwitz est officiellement créé. Sa mission, enfermer les ennemis du régime, les résistants polonais, les intellectuels, les prêtres, les opposants. Personne n'imagine encore qu'il deviendra le cœur du plus grand génocide de l'histoire. Quelques semaines plus tard, les premiers prisonniers arrivent. 728 hommes, venus de Tarnow, marchent sous la surveillance des SS. Ils portent des uniformes de prisonniers rayés, les cheveux rasés de près, les yeux vides. Ils ne savent pas encore qu'ils inaugurent l'un des lieux les plus sombres du XXe siècle. Les gardes hurlent des ordres en allemand. Les chiens aboient. Les hommes trébuchent dans la poussière et la boue. Dès leur arrivée, les coups pleuvent. Certains tombent, d'autres se relèvent, trop effrayés pour pleurer. Au-dessus d'eux, un panneau en fer forgé vient d'être installé. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Un mensonge qui résonnera à jamais dans l'histoire. Les jours passent, le camp prend forme. Les baraquements se remplissent, les clôtures électrifiées s'élèvent, les miradors apparaissent comme des ombres dans la brume. La vie ici n'est plus qu'une lutte pour survivre à la faim, au coup, au froid. Chaque matin, les prisonniers sont réveillés avant l'aube. Ils doivent se tenir droit, alignés, pendant des heures, parfois sous la pluie glaciale, parfois sous le soleil brûlant. Un simple faux pas, un regard de travers, et c'est la mort. Le commandant du camp, Rudolf Höss, supervise chaque détail. Son visage est calme, presque banal. Mais sous cette apparente neutralité se cache une froideur mécanique. Pour lui, Auschwitz n'est pas un lieu de souffrance. C'est un outil, un rouage dans la machine de la terreur nazie. Les prisonniers construisent le camp eux-mêmes. Ils creusent des fosses, érigent des murs, montent des clôtures. Chaque pierre posée, chaque clou planté, rapproche le camp de sa sinistre perfection. Le travail forcé devient une arme. Une lente destruction par l'épuisement. La nuit, les cris résonnent. Certains prient, d'autres murmurent des noms, des souvenirs, des fragments de leur ancienne vie. Mais les murs sont sourds. Le camp n'écoute pas. Il dévore les armes, une par une. L'odeur du charbon et de la sueur s'accroche aux vêtements, aux murs, à la peau. Le matin, le sifflet du garde déchire le silence. Les prisonniers se lèvent, marchent, travaillent. Ils ne comptent plus les jours. Ils comptent seulement les battements de leur cœur, espérant que le suivant viendra encore. Peu à peu, les prisonniers apprennent les règles de ce monde inversé. Ici, l'homme sans pitié survit. Le faible tombe. La compassion est un luxe mortel. Certains partagent leur pain, d'autres volent celui des voisins. La faim transforme les visages, les yeux deviennent ternes, les corps se courbent. L'humanité s'effrite. À l'extérieur, le monde continue de tourner. L'Europe est en guerre. La France vient de tomber. L'armée allemande avance partout. Et pendant que les bombes tombent sur Londres, à Auschwitz, la machine administrative du Reich perfectionne son système. Les registres s'empilent, les listes s'allongent. Chaque nom devient un numéro, chaque numéro une statistique. Le camp s'étend. De nouveaux bâtiments s'élèvent, de nouvelles zones sont délimitées. Auschwitz y devient le centre administratif. Mais déjà, dans les couloirs de la SS, un projet plus grand se prépare. Un lieu où l'on pourra traiter des milliers de personnes à la fois. Le mot traiter masque la réalité. Ce projet, c'est Auschwitz II-Birkenau. Les ingénieurs de la mort imaginent un camp immense, organisé, efficace. Des rails traverseront les barbelés. Des wagons pleins d'hommes, de femmes et d'enfants arriveront directement sur la rampe. Les uns iront au travail, les autres, à la mort. Mais pour l'instant, en 1940, tout cela n'est encore qu'une idée. Une idée froide, méthodique, monstrueuse. Un soir d'hiver, un prisonnier polonais, un professeur avant la guerre, regarde le ciel. Il distingue les étoiles derrière les nuages. Il murmure, un jour, quelqu'un saura. Il ne sait pas que ce jour viendra, mais trop tard pour des millions. Chaque journée qui passe forge les fondations de ce que deviendra l'enfer. Les gardes s'habituent à frapper. Les prisonniers s'habituent à mourir. Et le monde,
Encore aveugle, ignore qu'à cet instant, un mal inimaginable est en train de naître. La Pologne est occupée. Les nazis contrôlent tout. Les villes, les routes, les écoles, les pensées. Mais dans les forêts, la résistance s'organise. Certains ont entendu parler de ce camp. Un endroit d'où personne ne revient. Un mot chuchoté avec crainte, Auschwitz. Et pourtant, malgré la peur, certains rêvent encore. Ils s'accrochent à un espoir, mince, fragile, insensé. Que tout cela ne durera pas. Que le monde finira par voir. Que la vérité finira par sortir des barbelés. Mais pour l'instant, dans le silence glacial de la Silésie, les flammes des torchers SS illuminent les miradors. Le bruit des bottes résonne sur les pavés. Et au loin, un train approche, son sifflement déchirant la nuit. Le premier d'une longue série. Auschwitz n'est plus un camp. C'est devenu une idée. Une machine. Un monstre. Et il vient de se réveiller. Le soleil se lève sur Auschwitz. Mais ici, la lumière n'apporte jamais la chaleur. Elle ne fait qu'éclairer la réalité. Les barbelés, les miradors, la fumée qui s'élève déjà au-dessus des toits. Tout semble figé dans une éternité grise. L'année 1941 commence. L'Europe brûle sous les bottes du Reich. À l'Est, Hitler prépare son invasion de l'Union soviétique. Et dans le secret des bureaux de la SS, une idée prend forme. Une idée froide, mécanique, dénuée d'armes. Le camp d'Auschwitz doit grandir. Il ne doit plus seulement enfermer. Il doit produire. Exterminer. Effacer. Rudolf Heuss reçoit l'ordre. Il doit superviser la construction d'un nouveau camp, à 3 kilomètres du premier, Birkenau. Un espace immense, capable d'accueillir des dizaines de milliers de prisonniers. Les plans sont tracés avec précision. Des baraquements alignés comme des tombes. Des routes droites, des rails qui traversent la plaine. Et au bout, le silence. Les prisonniers polonais, puis soviétiques, sont réquisitionnés pour bâtir cette cité de la mort. Ils creusent, soulèvent, martèlent, sous la garde des SS et des chiens. Beaucoup tombent avant d'avoir vu le camp terminé. Leur sang se mêle à la terre, cimentant les fondations du monstre. À l'intérieur du camp, tout devient une question d'efficacité. Les nazis ne parlent plus de meurtre ou de massacre. Ils parlent de traitement spécial, de logistique, de transport. Le langage lui-même devient complice de l'horreur. En 1942, les premiers convois de Juifs arrivent. Ils viennent de toute l'Europe. De Hongrie, de France, des Pays-Bas, de Tchécoslovaquie, d'Allemagne même. Des familles entières, arrachées à leur maison, entassées dans des wagons à bestiaux. Le voyage dure des jours. Sans eau, sans nourriture, sans air. Certains meurent avant même d'arriver. D'autres ne comprennent toujours pas où ils vont. Quand les portes s'ouvrent, la lumière aveugle. L'air glacé entre dans les poumons. Les cris des gardes résonnent. Russ, Schnell. Les chiens tirent sur leurs laisses, les coups pleuvent. Les visages sont perdus, les regards cherchent un signe, un mot, une explication. Mais il n'y en a pas. Sur la rampe, un officier allemand fait un geste de la main. Gauche ou droite, travail ou mort. Une simple inclinaison du poignet décide du destin d'un être humain. Les vieillards, les femmes enceintes, les enfants, sont envoyés d'un côté, les autres de l'autre. Les premiers disparaissent derrière des portes closes, sans comprendre. Les seconds sont tatoués, tondus, transformés en numéros. Plus de noms, plus d'histoire. Seulement une suite de chiffres gravés dans la chair. Les cris des enfants, les appels, les pleurs se mêlent au bruit du vent. Les gardes détournent le regard. Certains rient. D'autres, silencieux, s'éteignent de l'intérieur. Mais l'ordre est l'ordre. Et la machine ne doit pas s'arrêter. Dans les blocs de Birkenau, la vie n'existe plus. Il n'y a que la survie. Les baraquements sont surpeuplés, la paille est infestée de poux, les rations sont dérisoires. Une soupe claire, un morceau de pain rassis, parfois une goutte de margarine. Les plus faibles tombent. Les autres continuent. Car ici, même mourir demande de la force. Les gardes expérimentent. Ils cherchent des moyens plus rapides, plus discrets. Les exécutions par balles prennent trop de temps. Alors on parle de gaz. D'un produit chimique utilisé contre les parasites, le Zyklon B. On l'essaie d'abord sur des prisonniers soviétiques. Les résultats sont jugés satisfaisants. Le processus est adopté. Et les chambres à gaz deviennent, pour les nazis, une solution efficace. Des bâtiments sont transformés. Les douches deviennent des pièges. On promet aux victimes qu'elles vont être désinfectées, lavées, nourries. Elles se déshabillent, serrent leurs enfants contre elles. Les portes se ferment. Les cris commencent. Puis plus rien. Le silence. Le silence absolu. Au-dessus,
un moteur ronronne. Les ventilateurs chassent la fumée. Et déjà, d'autres prisonniers arrivent, chargés de vider les chambres, de transporter les corps, de nettoyer les murs. Ils sont appelés les Sonderkommando. Des hommes contraints à participer à l'horreur. Ils savent qu'un jour, ils seront à leur tour remplacés, puis tués. Les fours crématoires tournent jour et nuit. La fumée ne s'arrête jamais. Elle s'élève, noire, épaisse, couvrant le ciel d'un voile éternel. L'odeur, indescriptible, se répand jusqu'au village voisin. Certains habitants savent, d'autres fermant les yeux. Certains choisissent de ne pas savoir. Au bureau du commandant, les registres s'empilent. Chaque convoi est noté, chaque traitement consigné. Des colonnes de chiffres remplacent les vies. Tout est compté, organisé, classé. L'enfer a désormais sa comptabilité. Un jour, un train venu de Paris arrive. Des hommes, des femmes, des enfants, fatigués, sales, épuisés. Parmi eux, un vieil homme tient la main de sa petite fille. Elle a 8 ans. Elle sourit encore. Elle croit que le camp est un lieu de travail, qu'ils seront séparés pour un temps seulement. Lui sait, mais il ne dit rien. À quoi bon? Il serre sa main plus fort. Et quand on les sépare, il ne la revoit jamais. Les jours passent, identiques. Les convois se succèdent. Les cris, les ordres, les coups, les pleurs, tout se répète, comme une musique infernale. La neige tombe parfois sur les rails, recouvrant la cendre encore chaude. Même la nature semble vouloir cacher ce qu'elle voit. Les prisonniers apprennent à ne plus penser, à ne plus rêver, à ne plus sentir. Un mot suffit à les briser, espoir. Alors ils l'effacent. Ils vivent de gestes, d'habitudes, d'instincts. Un morceau de pain devient un trésor. Une minute de repos, un miracle. Et pourtant, dans cet enfer, quelques âmes résistent encore. Un mot échangé, un morceau de papier caché, une prière murmurée la nuit. Une chanson fredonnée tout bas. Ces gestes minuscules deviennent des éclats d'humanité. Des braises au milieu de la cendre. Un jour, un SS remarque un prisonnier qui regarde le ciel. Il le frappe, lui ordonne de baisser les yeux. Mais l'homme ne bouge pas. Il murmure simplement. « Regarde. Même ici, le ciel est bleu. » Le garde le frappe encore. Mais lui, il sourit. Parce qu'un instant, il a vu autre chose qu'Auschwitz. L'année 1943 approche. La machine fonctionne à plein régime. Les trains n'arrêtent plus d'arriver. Les fours ne s'éteignent plus. Les gardes ne comptent plus les morts. Ils comptent les wagons. Et dans la nuit, le vent souffle à travers les barbelés. Il emporte les cendres vers les forêts, les champs, les rivières. Partout où elles se posent, la terre se souvient. Le monde, lui, ne sait pas encore. Mais bientôt, il saura. Car chaque flamme, chaque cri, chaque nom effacé laisse une trace. Et ces traces, un jour, s'assembleront pour raconter. Le vent d'hiver siffle à travers les barbelés d'Auschwitz. Les flocons tombent lentement, recouvrant de blanc les rails qui mènent aux chambres à gaz. La neige masque tout, sauf l'odeur. Même le froid ne peut éteindre l'odeur des morts. Chaque jour, les mêmes colonnes sortent des baraquements. Des silhouettes maigres, le regard perdu, vêtues de haillons rayés, chaussées de sabots trop grands. Elles avancent lentement vers les ateliers, les carrières, les latrines, les baraques de triage. Et, derrière les murs de briques noircies, la machine continue de tourner, méthodique, froide, sans une pause. L'année 1943 s'étire comme un hurlement muet. Auschwitz est désormais le cœur industriel de la mort. Les convois arrivent de toute l'Europe, de France, de Grèce, de Hongrie, d'Italie, des Pays-Bas. Chaque train, une promesse brisée. Chaque wagon, un monde qui s'effondre. L'usine du néant. À quelques centaines de mètres du camp principal, les fours tournent jour et nuit. Les cheminées fument sans répit, déversant dans le ciel des volutes épaisses, lourdes, presque visqueuses. Les prisonniers affectés au four, le Sonderkommando, travaillent dans un silence de pierre. Ils n'ont plus de mots. Les mots ont cessé d'avoir un sens ici. Marek, lui, a survécu. Il n'est plus qu'une ombre, mais son regard brille encore. Depuis plus d'1 an, il observe, mémorise, grave dans sa mémoire chaque visage, chaque cri, chaque fragment de vérité. Il sait que, si un jour quelqu'un sort d'ici, il faudra raconter. Mais pour l'instant, il se tait. Parce qu'ici, le silence est la seule arme qu'il reste. Il travaille dans le bâtiment 11, celui qu'on appelle entre la Maison Noire. Là, il trie les effets personnels des morts, valises, vêtements, bijoux, lunettes, cheveux. Chaque objet raconte une histoire. Une poupée d'enfant. Un livre de prière.
Une alliance avec 2 initiales gravées à l'intérieur. Il les tient dans ses mains, juste une seconde, avant de les déposer dans les caisses destinées à l'Allemagne. Il ne pleure plus. Il ne peut plus. Il murmure simplement. Tu n'es pas oublié. Et il passe à l'objet suivant. Les illusions. Pendant ce temps, les SS perfectionnent leur œuvre. La mort devient une procédure, une suite d'étapes minutieusement pensées. Les prisonniers arrivant au camp reçoivent toujours le même message. Douche, désinfection, nouvelle vie. Certains sourient, soulagés, croyant que le cauchemar s'achève. Les mères rassurent leurs enfants, les vieillards s'appuient sur leurs cannes. Et les portes se ferment. Le silence qui suit est plus assourdissant que les cris. Puis un grondement. Une secousse. Et la fumée recommence à monter. Les cendres s'élèvent, légères, portées par le vent. Elles se posent sur tout, sur les toits, sur les rails, sur les arbres dénudés. Certains prisonniers disent qu'il neige des armes. Marek les voit tomber sur ses mains et se dit que quelque part, peut-être, le monde entier respire ses cendres sans le savoir. Les murmures de la révolte. Mais même ici, dans l'enfer, une flamme se réveille. Une nuit, dans la baraque 18, un chuchotement court de lit en lit. Ils veulent se battre. Des hommes du Sonderkommando ont décidé qu'ils ne brûleront plus leurs frères sans rien faire. Ils ont trouvé des explosifs, volés dans l'usine d'armement Unionwerk, à côté du camp. Des femmes du commando de tri, comme Rosa Robota et Ala Gertner, risquent tout pour faire passer les charges dissimulées dans des morceaux de tissu, des poches de manteau. Pendant des semaines, ils attendent. Ils préparent en secret. Ils savent qu'ils mourront, mais ils veulent que le monde sache qu'ils ont essayé. Le 7 octobre 1944, les fours s'arrêtent un instant. Les prisonniers du crématoire 4 se soulèvent. Ils attaquent les gardes, tuent plusieurs SS, et font exploser le bâtiment. Le camp tout entier entend la détonation. Une flamme monte dans le ciel. Pour la première fois, c'est celle de la révolte. La répression est immédiate. Des centaines sont exécutés. Rosa est pendue publiquement, criant avant de mourir. La liberté viendra. Ce jour-là, Marek comprend que même ici, la dignité humaine ne peut pas être totalement détruite. Les cendres du ciel. Les semaines passent. L'hiver 1944 approche, plus rude que jamais. Le camp déborde. Les trains continuent d'arriver, parfois 10 par jour. Les SS, nerveux, pressent les opérations. Les soviétiques avancent, les rumeurs circulent. Mais l'ordre est clair, rien ne doit rester. Pas de preuves, pas de témoins. Les crématoires tournent à plein régime. Quand les fours sont pleins, on creuse des fosses. Les cadavres s'empilent, brûlent à ciel ouvert. Le ciel devient noir. Les flocons de neige se mêlent aux particules grises des cendres humaines. Un matin, Marek sort de son baraquement. Le sol est couvert d'une fine pellicule blanche. Il s'agenouille, prend un peu de cette neige étrange dans sa main, la regarde fondre entre ses doigts. Et il comprend. Ce n'est pas de la neige. C'est tout ce qu'il reste de milliers d'êtres humains. Le silence du camp est total. Pas un cri, pas un mot. Juste le bruit du vent dans les barbelés. Auschwitz est devenu une cathédrale de cendres. Un lieu où même le temps semble s'être arrêté. L'ombre et la mémoire. Dans la nuit glaciale, Marek écrit. Il a trouvé un vieux crayon, un morceau de papier volé dans les ateliers. Il cache ses mots sous une latte du plancher, comme d'autres avant lui l'ont fait. Il écrit pour ceux qui ne peuvent plus parler. Il écrit pour que, si un jour quelqu'un vient ici, il sache ce qui s'est passé. Il écrit pour que la mémoire survive à la mort. Si tu lis ceci, sache que nous avons essayé de rester humains. Même ici, même au milieu des flammes. Nous avons partagé notre pain. Nous avons chanté, parfois, tout bas. Et nous avons espéré que quelqu'un, quelque part, se souvienne de nous. Il replie le papier, le glisse dans la poussière, et s'endort. Demain, il ne sait pas s'il se réveillera. Mais au fond, cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que le silence parle enfin. L'aube des fantômes. Les jours suivants, le camp s'agite. Les SS brûlent les archives, détruisent les dossiers, dynamitent les fours restants. Les prisonniers sont forcés de marcher vers l'ouest, dans la neige, sur des centaines de kilomètres. C'est la marche de la mort. Ceux qui tombent sont abattus sur place. Marek ne fait pas partie du convoi. Trop faible, trop malade, il reste dans son baraquement, parmi les corps. Il entend au loin les détonations, les cris, puis plus rien. Le silence retombe. Un silence lourd, absolu, presque apaisé. Quelques jours plus tard, le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques entrent dans le camp. Les soldats avancent prudemment, stupéfaits par ce qu'ils découvrent. Les barbelés, les fours,
les montagnes de chaussures, les tonnes de cheveux. Et les survivants. Des silhouettes qui ne semblent plus tout à fait humaines. Un soldat trouve Marek, à moitié conscient. Il murmure un mot avant de sombrer. Souvenez-vous. Auschwitz n'est plus. Mais dans le vent qui traverse les ruines, le silence des cendres murmure encore. Un silence qui raconte tout ce que les mots ne peuvent plus dire. Un silence qui crie, encore aujourd'hui, pour que jamais le monde n'oublie. Le 27 janvier 1945, la neige tombe doucement sur Auschwitz. Le silence est presque total, seulement brisé par les pas prudents des soldats soviétiques. Ils avancent, fusil à la main, sans comprendre encore ce qu'ils s'apprêtent à voir. L'air est lourd, saturé d'une odeur étrange. Une odeur de cendres et de mort. Les premiers survivants apparaissent entre les baraquements. Des ombres humaines, vêtues de tissus déchirés, le regard vide, les gestes hésitants. Certains tendent la main, d'autres tombent à genoux, comme s'ils ne croyaient pas à ce qu'ils voient. Leur salut ressemble à un mirage. Un soldat murmure. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Personne ne répond, parce qu'il n'y a pas de mots. Les portes ouvertes sur l'enfer. Les Russes avancent lentement dans le camp. Ils découvrent les baraques remplies de cadavres, les valises empilées, les montagnes de cheveux, les lunettes, les jouets d'enfants. Dans un coin, une centaine d'hommes et de femmes respirent encore. Ils ne parlent pas. Ils ne pleurent pas. Ils regardent, simplement, ces soldats venus d'un autre monde. Parmi eux, Marek ouvre les yeux. Son corps n'est plus qu'un squelette, mais son regard vit encore. Il observe les soldats, ces hommes couverts de neige, et il comprend que c'est fini. Il ne sait pas s'il doit pleurer, rire ou simplement se taire. Alors il ferme les yeux et laisse une larme rouler sur sa joue. Une seule, la première depuis longtemps. Les soldats donnent du pain, du lait, des couvertures. Mais beaucoup meurent après avoir mangé. Leurs corps n'ont plus la force d'accepter la vie. Certains survivants errent entre les rails, comme des fantômes revenus hanter les lieux. Ils ramassent les papiers brûlés, les lettres, les petits objets, comme pour reconstruire un monde perdu. Le vent souffle, emportant dans le ciel les dernières traces de fumée. L'enfer s'éteint enfin, mais ces cendres vont désormais recouvrir la mémoire du monde. Les mots après le silence. Dans les mois qui suivent, les armées alliées découvrent d'autres camps. Bergen-Belsen, Dachau, Buchenwald. Chaque fois, les mêmes images, les corps, la faim, le silence. Et partout, la même question. Comment? Les survivants sont hospitalisés, soignés, mais aucun traitement ne peut guérir ce qu'ils portent en eux. Ils sont les témoins du néant, ceux qui ont vu l'indicible, et ils doivent maintenant trouver les mots pour le dire. Marek, depuis son lit d'hôpital à Cracovie, commence à écrire. Sa main tremble, mais il s'obstine. Il se souvient des visages, des voix, des rires étouffés avant la mort. Il écrit pour qu'aucune de ses vies ne disparaisse une seconde fois. Son stylo devient une arme contre l'oubli. On nous a tout pris, écrit-il. Nos noms, nos familles, nos corps. Mais pas notre humanité. Même dans la boue, certains partageaient leur pain. Certains priaient encore. Certains chantaient. Et cela, ils ne pourront jamais l'effacer. Ces carnets circuleront plus tard dans les universités, les écoles, les musées. Mais à ce moment-là, Marek ne le sait pas encore. Il écrit pour survivre. Il écrit parce que c'est la seule façon de rester vivant. Les coupables et les témoins. En 1945, à Nuremberg, le monde entier regarde les visages des hommes qui ont bâti Auschwitz. Les généraux, les industriels, les médecins, les gardiens. Assis dans le box des accusés, ils entendent les témoignages, les photos, les films. Les voix tremblantes des survivants remplissent la salle. Et pour la première fois, le mal est mis en mots. Les procureurs montrent les chiffres. 6 millions de juifs exterminés. Des centaines de milliers de tziganes, de prisonniers politiques, d'homosexuels, de résistants. Les témoins racontent les sélections, les expériences médicales, les marches de la mort. Les juges restent pétrifiés. Mais la justice ne suffit pas à combler le vide. Les condamnations tombent, les bourreaux sont pendus. Et pourtant, pour les survivants, le silence reste. Un silence plus lourd que jamais. Revivre après l'irréparable. Marek rentre chez lui, à Lodz. Sa ville n'est plus la même. Les rues sont calmes, presque trop. Les boutiques juives ont disparu, les synagogues sont en ruine, les visages familiers ne sont plus là. Son ancienne maison est habitée par d'autres. Il frappe à la porte. Une femme ouvre, le regarde, hésite. Il dit simplement « Je vivais ici ». Elle baisse les yeux et referme la porte sans un mot. Alors il comprend que le retour n'existe pas. Ce qu'il a laissé derrière lui n'est plus.
Le monde a tourné la page, trop vite, trop violemment. Et les survivants doivent désormais apprendre à exister dans un monde qui ne veut pas toujours les entendre. Certains émigrent, vers Israël, vers l'Amérique. D'autres restent, par devoir de mémoire. Tous portent la même cicatrice invisible, celle qu'aucun médecin ne sait refermer. Les années du déni. Pendant des années, on parle peu d'Auschwitz. Les nations veulent se reconstruire, oublier la guerre. Les témoins, souvent, sont réduits au silence. Trop de douleur, trop d'indifférence. On leur dit, tournez la page. Mais eux savent qu'on ne tourne pas la page d'un livre écrit avec du sang. Ce n'est que dans les années 1960 que le monde commence à écouter. Des écrivains, des journalistes, des historiens fouillent les archives, recueillent les témoignages, publient les récits. Le mot Shoah entre dans la mémoire collective. Auschwitz devient un symbole universel du mal absolu. Mais pour ceux qui y ont été, ce n'est pas un symbole. C'est une cicatrice. Une nuit sans fin. La voix des cendres. Marek vieillit. Ses cheveux blanchissent, sa voix devient plus lente, mais son regard reste le même. Chaque année, il revient à Auschwitz, marche seul sur les rails, s'arrête devant les ruines des fours. Il parle doucement, comme s'il s'adressait à des amis invisibles. « Je suis revenu, dit-il. Vous n'êtes pas oublié. Vous vivez dans chaque mot, dans chaque regard d'enfant qui apprend votre histoire. » Il voit les jeunes générations venir visiter le camp, appareil photo à la main, le visage grave. Et il espère qu'ils comprendront que derrière les pierres et les musées, il y avait des vies, des rires, des chansons, pas seulement des chiffres. En 1985, il publie son dernier livre. Un titre simple, Les cendres du ciel. Sur la première page, il écrit « Souviens-toi, pas pour haïr, mais pour ne jamais recommencer. Le temps du souvenir. Aujourd'hui, le camp est un musée. Les baraques sont restaurées, les rails figés, les valises exposées derrière des vitres. Des millions de visiteurs viennent chaque année. Certains pleurent. D'autres restent silencieux, comme frappés par quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Le vent souffle toujours à travers les barbelés. Et parfois, quand la lumière du soir tombe sur les ruines des crématoires, on croirait entendre des voix lointaines. Des murmures, comme un souffle. Nous sommes là. Parce qu'Auschwitz ne parle pas seulement du passé. Il parle de ce que l'humanité peut devenir quand elle oublie ce qu'elle est. Il parle du silence, du mépris, de la haine ordinaire. Il parle de chaque fois où l'on détourne le regard. Épilogue, la mémoire éternelle. Marek meurt en 1993, paisiblement, dans son sommeil. Sur sa table de chevet, un petit carnet, usé, avec 3 mots écrits à l'intérieur. Pour que vivent les morts. Lors de ses funérailles, un rabbin lit ces textes. Le vent souffle, emportant quelques pages dans le ciel. Elles se dispersent, comme les cendres qu'il avait autrefois connues. Et dans le ciel de Pologne, pour la première fois depuis longtemps, le silence semble apaisé. Pas éteint, non, mais apaisé. Parce qu'au-delà de l'horreur, il reste quelque chose. Quelque chose de plus fort que la mort, que le temps, que l'oubli. La mémoire. Le vent souffle encore sur les plaines de Pologne. Il traverse les barbelés rouillés, glisse entre les rails, caresse les briques fissurées des crématoires. À Auschwitz, le temps ne passe pas vraiment. Il s'étire, il s'accroche, comme s'il refusait d'oublier. Le silence, ici, est vivant. Un silence qui parle plus fort que 1000 voix. Chaque pas sur ce sol résonne d'un écho invisible. Car sous ces pierres, il y a des cendres. Sous cette neige, il y a des noms. Et dans l'air, encore, flottent les murmures de ceux qu'on a voulu effacer. Mais on ne peut pas effacer la mémoire. Pas quand elle a été gravée dans le cœur des hommes. L'héritage du néant. Après la guerre, les nations jurent, plus jamais ça. Et pourtant, les guerres continuent. Les massacres, les camps, les exils, les haines. Auschwitz devait être la fin de la barbarie. Mais il est devenu un avertissement. Un phare tragique dans la nuit du monde. Ce lieu, construit pour tuer, est devenu un lieu pour réfléchir. Des enfants y viennent chaque année, leurs professeurs leur parlent doucement, comme s'ils avaient peur de déranger les morts. Ils apprennent ce que l'homme a fait à l'homme. Ils apprennent que la haine ne commence jamais par des cris, mais par des mots. Des mots qui divisent, qui rabaissent, qui déshumanisent. Et qu'un jour, ces mots deviennent des ordres. Les visages dans la mémoire. Dans un musée, à l'entrée du camp, des centaines de photos sont accrochées au mur. Des visages d'hommes et de femmes, souriants, fiers, souvent élégants. Certains tiennent leurs enfants, d'autres posent en uniforme ou en robe de mariée. Ils avaient des vies, des rêves, des projets. Leur regard nous fixe,
à travers le temps, comme pour demander « Que allez-vous faire de notre histoire ?» Ces visages ne demandent pas vengeance. Ils demandent mémoire. Car la mémoire, c'est tout ce qu'il reste quand le reste a disparu. Et tant qu'on se souvient, rien n'est totalement perdu. Les guides du musée le disent souvent aux visiteurs. Ici, chaque pierre a entendu un cri. Chaque mur a vu une mort. Mais chaque souvenir est une victoire sur l'oubli. L'éducation contre l'ombre. Dans les écoles, on montre les images. Les visages émaciés, les piles de chaussures, les wagons, les cendres. Les élèves détournent souvent le regard. Certains pleurent. D'autres ne comprennent pas comment un tel mal a pu exister. Alors les professeurs leur disent « Ce n'est pas arrivé parce que des monstres existaient. C'est arrivé parce que des hommes ordinaires ont obéi, ont fermé les yeux, ont cru qu'ils ne pouvaient rien faire. » Et c'est là la plus terrible leçon d'Auschwitz. Ce ne sont pas les démons qui ont bâti les camps. Ce sont des hommes comme nous. L'horreur naît du silence des autres, de l'indifférence, de la peur de parler. La voix des survivants. Aujourd'hui, ils sont peu nombreux à pouvoir encore raconter. Leurs voix tremblent, leurs corps sont fatigués, mais leurs mots brûlent toujours avec la même intensité. Chaque fois qu'ils témoignent, ils rallument une flamme dans l'obscurité. Ils racontent non pas pour revivre, mais pour transmettre. Ils veulent que leurs blessures deviennent des leçons. Nous avons tout perdu, disent-ils. Mais si nos mots peuvent empêcher qu'un autre enfant connaisse la peur, alors nous n'avons pas souffert pour rien. Ces voix sont les dernières gardiennes du passé. Elles s'éteindront bientôt. Et c'est à nous, ensuite, de parler à leur place. Car quand le dernier témoin meurt, la mémoire devient notre responsabilité. Les ruines et le monde. Les visiteurs marchent lentement à travers le camp. Ils touchent les murs, regardent les rails. Certains posent une pierre, d'autres prient. Le froid mord leur visage, mais personne ne se plaint. Parce qu'ici, le froid, c'est la vérité. Un jeune garçon s'arrête devant le crématoire effondré. Il murmure. Comment a-t-on pu en arriver là? Sa mère lui répond doucement. Parce que certains ont oublié que les autres étaient des humains. Ce dialogue, simple, résume tout Auschwitz. Ce n'est pas un lieu sur la carte. C'est un miroir tendu à l'humanité. Un miroir qui montre ce que nous sommes capables de faire. Et ce que nous devons refuser de redevenir. Le poids du souvenir. Certains disent qu'il faut tourner la page. Mais comment tourner la page d'un livre dont les lettres saignent encore? Auschwitz n'est pas une histoire du passé. C'est une question posée au présent. Chaque génération doit y répondre à nouveau. Car la haine, la peur, le rejet ne disparaissent jamais complètement. Ils dorment, quelque part, attendant qu'on oublie. Et c'est pour cela qu'il faut se souvenir. Non pas pour pleurer éternellement, mais pour empêcher que les cendres se relèvent. Chaque visiteur qui franchit le portail Arbeit macht frei devient un témoin. Même sans parole, même sans comprendre tout. Parce qu'en marchant ici, on comprend l'essentiel. La vie humaine est sacrée, fragile, unique. Les leçons du silence. Le silence d'Auschwitz n'est pas vide. Il est plein. Plein de prières, de larmes, de voix éteintes. Et il nous enseigne une chose. La barbarie ne commence pas dans les camps, mais dans le cœur des hommes, quand l'empathie s'éteint. Chaque fois qu'un enfant apprend l'histoire. Chaque fois qu'un adulte dit non à la haine. Chaque fois qu'une voix s'élève contre l'injustice. Auschwitz recule un peu. Le mal perd une bataille. Et l'humanité reprend un souffle. Ce silence n'est pas celui de la mort. C'est celui de la mémoire. Celui qui nous rappelle que les cendres parlent encore. Épilogue, le dernier regard. Le soleil se couche sur le camp. Les ombres s'allongent, les rails s'illuminent d'une lueur dorée. Le vent, toujours, murmure entre les barbelés. Mais cette fois, il semble plus doux. Un groupe d'élèves s'éloigne, leur professeur ferme la marche. Ils se retournent une dernière fois vers le portail. Et dans le ciel d'hiver, ils croient voir une nuée de poussière danser à la lumière. Ils sourient tristement. Ils ne sont pas partis, pensent-ils. Ils nous regardent encore. Et dans ce regard invisible, il y a à la fois la douleur et l'espérance. Parce que Auschwitz, c'est cela. La preuve que le mal peut tout détruire. Sauf la capacité de l'homme à se souvenir. À aimer encore. À reconstruire. Le silence retombe une dernière fois. Mais cette fois, il n'est plus celui de la peur. C'est un silence de promesse. Une promesse faite aux morts. Et transmise aux vivants. Plus jamais ça.
Thank you.